En droit des obligations, les obligations peuvent être affectées de différentes modalités, et notamment, les parties peuvent décider que leurs obligations s'éteindront ou bien naîtront à l'arrivée d'un certain événement. Et pour ça, ils vont utiliser ce qu'on appelle une condition, et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que la condition ? La condition, c'est un événement futur et incertain dont dépend l'existence de l'obligation. Donc d'emblée, on comprend que pour qu'un événement puisse être une condition, il faut que sa réalisation soit incertaine. Par exemple, je vous dis, je vous vendrai ma voiture si jamais j'obtiens mon permis moto. L'obtention du permis moto, c'est un événement incertain. Je ne suis pas sûr d'obtenir mon permis moto. Et donc ici, l'obtention du permis moto, c'est bien une condition. Et la condition se distingue du terme, en ce que le terme, lui, est un événement futur et certain. Le terme, c'est un événement dont la réalisation est certaine, contrairement à la condition. Mais donc, plus précisément, il existe deux types de conditions. La condition suspensive et la condition résolutoire. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une condition suspensive ? Une condition est suspensive lorsque sa réalisation fait naître l'obligation. C'est-à-dire que lorsque l'événement érigé en condition se réalise, eh bien l'obligation qui n'existait pas encore naît à ce moment-là. Par exemple, vous souhaitez acheter une maison, mais pour ça, vous avez besoin de faire un prêt auprès d'une banque. Et dans le contrat que vous allez conclure avec le vendeur afin de lui acheter la maison, vous allez stipuler une clause selon laquelle la vente de la maison est subordonnée à l'obtention du prêt. C'est-à-dire que la vente n'aura lieu que si vous obtenez votre prêt. L'obtention du prêt, c'est donc bien une condition, parce qu'on ne sait pas si oui ou non vous allez obtenir votre prêt, et plus particulièrement, c'est bien une condition suspensive, parce que c'est bien la naissance de l'obligation qui est conditionnée à l'obtention du prêt. Et plus précisément, quels sont les effets de la condition suspensive ? Il faut distinguer trois situations. Tout d'abord, il y a une phase avant la réalisation de la condition où on dit que la condition est pendante. Donc tant qu'on ne sait pas si l'événement va se réaliser ou pas, la condition est pendante. Première situation. Et puis ensuite, soit la condition se réalise, deuxième situation possible, soit elle ne se réalise pas, troisième situation possible. Commençons donc avec la première situation lorsque la condition suspensive est pendante. Eh bien, lorsque la condition suspensive est pendante, l'obligation n'existe pas encore, tout simplement. Et donc, elle n'a pas à être exécutée, vu qu'elle n'existe pas. Donc si on reprend l'exemple de l'obtention du prêt pour l'achat de la maison, ça signifie que tant qu'on ne sait pas si le prêt va être obtenu ou non, le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, à savoir la maison, et l'acheteur n'est pas tenu de payer le prix. Maintenant, deuxième situation possible, si la condition suspensive se réalise. À ce moment-là, l'obligation devient pure et simple. C'est-à-dire qu'elle produit ses effets et qu'elle doit donc être exécutée. Mais attention, parce que l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive, à compter de la date de réalisation de l'événement. Ça signifie donc que les effets de l'obligation se produisent à cette date-là, et il n'y a pas d'effet rétroactif. Donc dans notre exemple, ça signifie que la vente est réputée conclue au jour où vous obtenez votre prêt, c'est-à-dire au jour de la réponse de la banque, et non au jour de la signature du contrat. Donc le principe, c'est l'absence de rétroactivité, mais il est possible de prévoir dans le contrat une clause contraire, en vertu de laquelle la réalisation de la condition suspensive rétroagira au jour du contrat. C'est-à-dire que la vente sera réputée conclue au jour de la signature du contrat et non au jour de la réponse de la banque. Donc ça, c'est la deuxième situation possible si la condition suspensive se réalise. Troisième situation possible maintenant,
C'est si la condition suspensive ne se réalise pas. Et bien à ce moment-là, on considère tout simplement que l'obligation n'a jamais existé. L'obligation n'existait pas auparavant, et puisque la condition suspensive ne s'est pas réalisée, eh bien elle ne prendra pas naissance, et donc elle n'aura finalement jamais existé. Donc si on reprend l'exemple de l'obtention du prêt pour acheter la maison, ça signifie que vous n'avez pas réussi à obtenir votre prêt, la banque a refusé, et bien à ce moment-là, la vente de la maison n'aura tout simplement pas lieu. L'obligation de vendre la maison ne prendra pas naissance, et donc le vendeur n'aura pas à délivrer la maison, et vous n'aurez pas à payer le prix. Donc ça, c'est pour la condition suspensive. On va maintenant s'intéresser à la condition résolutoire. Mais juste avant, je fais une petite parenthèse parce qu'effectivement, si vous regardez cette vidéo, c'est sans doute que vous étudiez le régime général des obligations. Et le régime général des obligations, c'est une matière qui est vraiment complexe, qui est vraiment difficile. Et pour vous aider, j'ai un pack de fiches de révision en régime général des obligations qui se trouve dans la description de cette vidéo. C'est un pack de fiches qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le régime général des obligations. Et ce pack de fiches, il va tout simplement vous permettre de beaucoup mieux comprendre la matière, il va vous permettre de réviser efficacement cette matière et il va vous permettre tout simplement de mettre toutes les chances de votre côté pour avoir de bonnes notes en régime général des obligations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour télécharger ce pack de fiches. On reprend donc avec la condition résolutoire. Qu'est-ce qu'une condition résolutoire ? Une condition est résolutoire lorsque sa réalisation anéantit l'obligation. C'est-à-dire que lorsque l'événement érigé en condition se réalise, eh bien l'obligation s'éteint, l'obligation disparaît. L'obligation, elle existait, mais avec l'arrivée de la condition résolutoire, elle n'existe plus. Donc vous voyez que la condition résolutoire fonctionne à l'inverse de la condition suspensive, puisque avec la condition suspensive, l'obligation qui n'existait pas prend naissance, alors qu'avec la condition résolutoire, l'obligation qui existait s'éteint. Donc par exemple, vous louez un appartement et dans votre contrat de bail, vous avez une clause résolutoire, c'est-à-dire une clause qui va prévoir par exemple que si vous ne payez pas 2 loyers consécutifs, alors le contrat de bail sera résilié automatiquement. Et cette clause, c'est une condition résolutoire, puisqu'effectivement, si vous ne payez pas de loyer consécutif, le contrat de bail va s'éteindre et votre propriétaire n'aura alors plus l'obligation de vous mettre l'appartement à disposition. Et plus précisément, quels sont les effets de la condition résolutoire ? Là encore, il faut distinguer selon que la condition est pendante ou qu'elle se réalise. Premièrement, si la condition résolutoire est pendante, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas réalisée. Donc dans notre exemple, vous payez vos loyers et tout se passe bien. Et ici, l'obligation, elle produit ses effets comme si elle était pure et simple. C'est-à-dire que le contrat de bail s'exécute normalement. Vous avez l'obligation de payer vos loyers, votre propriétaire a l'obligation de vous mettre l'appartement à disposition, tout se passe normalement. Maintenant, si jamais la condition résolutoire se réalise, le principe, c'est que l'obligation disparaît rétroactivement. C'est-à-dire que le contrat, non seulement va cesser de produire de nouveaux effets, mais également les effets qu'il avait produits pendant que la condition était pendante sont anéantis. Alors ce principe, il est toutefois assorti de plusieurs limites. Premièrement, les actes conservatoires et d'administration conclus avant la réalisation de la condition ne sont pas affectés par la rétroactivité et donc restent valables. Ensuite, deuxième limite, les parties peuvent écarter la rétroactivité attachée à l'accomplissement de la condition résolutoire. Donc comme pour la condition suspensive, les parties peuvent prévoir dans le contrat une clause contraire afin cette fois-ci d'écarter la rétroactivité, afin de dire si jamais la condition résolutoire se réalise, il n'y aura pas d'effet rétroactif et donc on ne remettra pas en cause les effets déjà produits par le contrat.
Et puis troisième limite, très important, la rétroactivité n'a pas lieu pour les contrats à exécution successive. C'est-à-dire les contrats où les prestations des parties s'échelonnent dans le temps. Comme par exemple le contrat de bail. Donc si on reprend notre exemple, si jamais vous ne payez pas 2 loyers consécutifs, à ce moment-là, la condition résolutoire sera réalisée. Et donc, l'obligation de votre propriétaire de vous mettre l'appartement à disposition disparaîtra, mais cette disparition ne sera pas rétroactive, parce qu'on est en présence d'un contrat de bail, et donc, le contrat de bail cessera simplement de produire des effets pour l'avenir, et les effets qu'il a déjà produits ne seront pas remis en cause. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. Pour vous, c'est pas grand-chose, mais moi, ça m'aide beaucoup à référencer mes vidéos. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.